Pour ceux qui en doutaient, la crise aura mis en évidence l'indiscutable utilité des grands acteurs de l'industrie pharmaceutique, ainsi que notre dépendance à ceux-ci. Mais c'était le cas bien avant le Covid. Les médicaments sont présents partout dans notre quotidien et dans nos habitudes. Et le secteur se porte plutôt bien, avec une croissance souhaitée de 7 à 8%, 25% de bénéfices en moyenne, il est l'un des plus rentables. Dans la conquête des plus grosses dividendes, les firmes pharmaceutiques cherchent à mettre la main sur le Graal, notre sécurité sociale. En tout, ce sont près de 5 milliards d'euros que la sécurité sociale dépense en médicaments chaque année. Près d'un cinquième du budget total des soins de santé. Ce chiffre augmente car le secteur fait évidemment tout pour vendre ces nouveaux médicaments le plus cher possible. Alors que les acteurs de la sécurité sociale tirent la sonnette d'alarme, Tout va bien vous propose d'y voir plus clair. Elle s'appelle Pia, elle a 9 mois, elle est atteinte d'une maladie rare qui empêche ses muscles de se développer et la rend plus fragile tous les jours. Il reste maintenant à voir si ce médicament pourra aider Pia, car il est injecté tard, trop tard d'ailleurs, disent certains médecins. Beaucoup se demandent pourquoi ce médicament, cette injection précisément unique, coûte aussi cher. Plus de 900 000 Belges ont envoyé un SMS valant 2 €. La somme récoltée sera suffisante pour acheter la dose de médicaments. Ça coûte tellement cher que les parents n'ont pas les moyens de l'acheter. Parce que c'est vrai que 2 millions pour un médicament, c'est énorme. À l'époque, le médicament n'était même pas encore autorisé en Europe. Et la ministre de la Santé, Maggie De Blok, pourtant considérée comme une proche du secteur pharmaceutique, avait dénoncé un hold-up. C'est trop. Imaginez maintenant que l'État décide de payer 1,9 million d'euros pour Pia. On donnerait alors aux entreprises le signal qu'elles peuvent oublier les procédures classiques de remboursement. Si vous avez l'opinion publique avec vous, vous pouvez payer un prix beaucoup plus élevé pour vos médicaments. Et en tant que pouvoir public, nous n'aurons plus rien à dire. Les vannes seront ouvertes et notre système de soins de santé risque d'être rapidement en faillite. Ce cas est assez symptomatique. Il révèle le rapport de force entre les firmes et les pouvoirs publics, et ce, tout au long du processus pour la fixation du prix du médicament. On est parti interroger 3 professionnels qui ont pris part à ce processus. 2 qui défendent les intérêts de la sécurité sociale et 1 qui représente les firmes pharmaceutiques. Marie-Laurence Lambert, qui a travaillé 5 ans à l'INAMI, l'une des 7 branches de la sécurité sociale et qui s'occupe des soins de santé. Anne Hendricks, conseillère médicaments à Solidaris, la mutualité socialiste, et Christelle Degauquier, directrice médicale pour pharma.be, la coupole qui réunit tous les acteurs du domaine en Belgique. Quand donc, la firme va introduire un dossier de demande de remboursement donc pour son produit, en Belgique, ça va être introduit à l'INAMI. L'INAMI, c'est le payeur des soins de santé. Et donc, la firme soumet un dossier avec une proposition de prix. Et cette proposition est basée sur la valeur de ce médicament pour le patient, mais aussi pour sa famille et pour la société. Donc la firme dit, moi, j'estime que ce médicament vaut autant, avec des sommes parfois faramineuses, et je ne dois même pas vraiment expliquer pourquoi. Voilà. Je vous dis, ce médicament, il a de l'efficacité, et je vous demande un prix comme ça. Et donc à l'INAMI, il y a des experts scientifiques, c'est le travail que je faisais avant, qui vont analyser le dossier, et qui vont donc éplucher, par exemple, toutes les études scientifiques qui ont été faites pour ce médicament, revoir les bénéfices, revoir les risques en comparaison de ce qu'il y a déjà, et vont aussi prendre en considération le coût de ce médicament et l'impact budgétaire. Tout ça va former un rapport scientifique, et ce rapport scientifique, il est présenté à une commission d'experts. Ces experts, ce sont des experts externes. Puis l'ensemble de la commission de remboursement des médicaments va faire une première proposition qui va être envoyée à la firme, et puis elle va répondre, et puis à la fin, il y aura une proposition définitive sur laquelle le ministre de la Santé devra prendre une décision et dire à la firme, voilà, comment je propose de rembourser ce médicament. Ça, c'est ce que prévoit la loi comme procédure pour qu'un médicament soit finalement remboursé par la sécurité sociale. La firme va introduire son médicament dans le processus avec de la documentation scientifique et une proposition de prix. Ensuite, l'INAMI, la branche de la sécurité sociale qui est en charge des soins de santé, va recevoir le dossier et proposer un rapport scientifique global avec un avis sur le prix.
Ce rapport, il est transmis à la Commission du remboursement des médicaments, la CRM, qui est composée d'experts externes qui, après avoir débattu, vont remettre un avis au ministre de la Santé qui décidera si oui ou non le médicament sera remboursé et à quel prix. Le problème, c'est que les prix de départ sont souvent très élevés et ne correspondent en rien au coût réel de production. Le calcul, moi je pense que c'est très simple, hein. C'est ce que le client est prêt à payer. Le client, c'est la sécurité sociale, hein. C'est nous, c'est l'argent des États, c'est l'argent de la sécurité sociale, c'est l'argent des assureurs de santé. Et qu'est-ce qu'il est prêt à payer le client quand il a en face de lui un acteur en situation de monopole? C'est 2 millions d'euros le médicament de la petite Pia. Si ça ne vous convient pas, moi je vais ailleurs et vous n'aurez pas le médicament. Je sais qu'il y a des gens qui disent est-ce qu'on ne devrait pas avoir une transparence totale sur comment la firme définit ce prix. Une des questions que nous posons sur cette demande de transparence totale, c'est pas facile pour la firme de déterminer ce coût de développement. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que, et c'est étonnant en fait, c'est 9 molécules sur 10 qui sont en développement. Il y a un échec. Donc, ne résulte pas dans une molécule qu'on va soumettre à l'enregistrement et au remboursement. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces coûts-là? On les inclut aussi ou pas? C'est l'argument principal des firmes pharmaceutiques. Le coût élevé de certains médicaments servirait à éponger tous les investissements perdus dans des recherches qui n'auraient pas abouti. Pourtant, ces compagnies ne sont pas les seules à faire de la recherche. Pour beaucoup de médicaments, et par exemple le médicament de la petite Pia, le Zolgensma, les phases initiales donc, de la recherche et développement ont été faites sur fonds publics. Souvent, l'État finance de la recherche fondamentale dans des laboratoires d'universités, et tout ça après est revendu à une firme qui va poursuivre le développement clinique. Et oui, au départ, la recherche sur le Zolgensma a été faite sur fonds publics, ceux du Téléthon. Au départ, c'est la belle histoire d'un espoir pour les enfants atteints d'amyotrophie spinale. Une maladie génétique rare, très invalidante et au pronostic sombre. Le gène défectueux est identifié en 1995 à l'hôpital Necker à Paris. Une équipe du Généton, le laboratoire français du Téléthon, met ensuite au point une thérapie génique permettant de modifier le gène défectueux. La même équipe publie en 2011 des résultats encourageants obtenus chez des souris. Une start-up états-unienne, Avexis, teste cette thérapie chez des enfants et signe un accord de licence avec le Généton. Au vu des résultats de ces essais, Novartis rachète Avexis en 2018 pour 8,7 milliards de dollars. Et après, Novartis va vendre son Zolgensma au prix fort pour rembourser son achat et maximiser son profit. Une histoire qui rappelle celle d'un autre médicament, le Sovaldi. Il est commercialisé par Gilead Sciences, un autre géant de l'industrie. En 2005, Pharmacet, une entreprise pharmaceutique du New Jersey, s'intéresse de près à l'hépatite C, une maladie s'attaquant au foie et touchant près d'1% de la population mondiale. Pharmacet finit par mettre au point une molécule s'attaquant à la maladie, le sofosbuvir, et dont l'efficacité dépasse de loin tous les autres traitements connus à ce jour. Cette découverte coûtera 65 millions de dollars de recherche. Pourtant, en 2011, c'est au prix de 11 milliards que Gilead Sciences va racheter Pharmacet et développer le Sovaldi. On le voit partout maintenant, les grosses firmes pharmaceutiques n'arrivent plus à faire de la recherche en interne, elles n'arrivent plus à trouver des innovations. Et donc, elles vont racheter des petites spin-offs qui ont développé comme ça des nouveaux médicaments. Et le prix de base, c'est 10 milliards. Mais donc, tous ces médicaments qui ont coûté 10 milliards en achat de firmes, forcément, nous arrivent à des prix scandaleux. Pourquoi est-ce que ces firmes sont rachetées à 10 milliards et pas à 500 millions ou à 1 milliard? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé... Alors, bien sûr, parce qu'il y a un concurrent qui va vous le payer à 10 milliards, hein, mais ce mécanisme-là, cette attitude-là, elle est autorisée parce qu'ils savent qu'in fine, nous payons. Et c'est ça, et que nous payons en termes d'argent et aussi en termes de manque d'accès. Le prix élevé des médicaments n'a pas que des conséquences sur les finances de l'État. Il a aussi des conséquences bien réelles sur la santé des personnes malades.
car vu le prix des médicaments, l'État se voit fortement obligé de limiter l'accès à certains médicaments, et c'est le cas du Sovaldi. Au niveau mondial, on a à peu près 1% de la population qui est atteinte d'hépatite C. Donc c'est vraiment on ne peut pas parler d'une maladie orpheline, une maladie rare. C'est une maladie très très répandue. Et le traitement en Europe était au minimum à 40 000 €. C'est clair qu'on ne peut pas traiter à peu près 1% de sa population à 40 000 €. Aucun pays n'avait les moyens de faire ça. Donc on a tous été obligés de restreindre. Et en Belgique, c'est vrai qu'on a restreint très très fort. Je pense à ce moment-là, il fallait être F3, en souffrance vraiment grave du foie. Et après, c'est ce qu'il disait, nous on rigolait rigoler, façon de parler de malade, c'est qu'il fallait presque être mort, être à l'état presque de mort, ou d'avoir un foie complètement détruit pour avoir droit au traitement. En gros, certains médicaments ne vous sont accessibles qu'à partir du moment où la maladie a atteint un stade où les conséquences sur votre santé sont déjà irréversibles. Ce sont des traitements vraiment efficaces. On arrive vraiment à éradiquer le virus chez le patient. Par contre, ce qu'on n'éradique pas, ce qu'on ne restaure pas, c'est les dégâts qui ont été faits. Donc, un patient qui était dans un relativement bon état, au bout de 4 ans, il s'est détérioré et ces dommages-là, ils sont irréversibles. Surtout que le prix très élevé du Sovaldi ne se justifiait absolument pas, comme l'ont démontré 2 sénateurs américains dans une enquête qu'ils ont menée sur les raisons de ce prix. Using Gilead's own documents, the evidence shows that the company pursued a calculated scheme for pricing and marketing its hepatitis C drug based on one goal: maximizing revenue regardless of the human consequences. C'est donc bien pour maximiser son profit et pas pour couvrir ses coûts que Gilead facturait aussi cher ce médicament. A company official wrote his colleagues, and I'll quote, "Let's not fold to advocacy pressure in 2014. Let's hold our position whatever competitors do or whatever the headlines." Et pour forcer la main aux États, les firmes ont parfois recours à des méthodes peu déontologiques, en utilisant l'opinion publique comme moyen de pression. Prenons l'exemple du scandale du petit Victor en 2013. Ce jeune garçon de 7 ans est atteint d'une maladie immunitaire rénale rare. Le traitement pour cette maladie orpheline coûte entre 4 et 500 000 € par an. Pour faire passer ce prix faramineux auprès des autorités belges, la société pharmaceutique Alexion décide de faire appel à une agence de relations publiques. Celle-ci va pousser les parents à s'exprimer dans les médias dans le but de mettre la pression sur l'État belge et obtenir le remboursement du médicament. Wij wisten niet dat die door Alexion, dat daar Alexion ergens tussen zat. Dus dat wil ik zeker en vast duidelijk stellen. Wij waren daar niet van op de hoogte. De manier waarop We hadden op vinden een andere wij manier wel, natuurlijk ja. niet kunnen. Maar ja, Niet deontologisch. niet Nee, deontologisch. voilà. Cette façon de mettre Victor et ses parents sous les feux des projecteurs dans un but totalement pécunier est problématique. Heureusement, le dénouement est favorable pour le jeune garçon et sa famille, puisqu'un remboursement a été mis en place. C'est un très bon exemple de ce rôle dans lequel se retrouvent les ministres qui, eux, ont une pression pour essayer de donner accès à des médicaments utiles à leur population. Et puis, d'un autre côté, des firmes qui, elles, veulent de l'argent, du profit et qui n'hésitent pas à utiliser tout ce qu'elles peuvent pour arriver à leur fin. La firme qui a produit le médicament de la petite Pia avait elle aussi recours à des techniques similaires en organisant une loterie. Colline, 3 ans, est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie mortelle pour les enfants en bas âge. Aujourd'hui, ses parents ont appris qu'un tirage au sort serait organisé pour permettre l'accès aux médicaments extrêmement coûteux qui permet la guérison de cette maladie. Une autre stratégie mise en place par les acteurs dans l'industrie pharmaceutique pour maximiser leur prix de vente, c'est de maintenir les négociations de ces prix le plus opaques possible. Et pour y arriver, ils n'hésitent pas à accorder des réductions, pour autant que celles-ci soient gardées secrètes. La raison fondamentale, c'est que la CRM a demandé une baisse de prix et que la firme n'a pas voulu donner cette baisse de prix officiellement. Donc la firme a dit « D'accord, je veux bien vous donner des meilleures conditions que ce que je demande, mais je ne veux pas que ça se sache ». Donc c'est vraiment l'objectif numéro 1 de ce groupe de travail, de ces conventions, c'est de masquer, de cacher le prix réel du médicament. Le groupe de travail dont elle parle, c'est une mini-version de la CRM où seuls l'INAMI, la firme et le ministre sont représentés. Les mutuelles sont également présentes, mais à titre consultatif. Et en fait, chaque personne qui est présente dans ce groupe de travail est tenue au secret professionnel strict. Donc on ne connaît absolument pas le contenu de ces conventions qui sont signées. Et c'est pourquoi on ne connaît pas non plus le prix réel du médicament.
Ce mécanisme, pour faire baisser les prix de manière confidentielle, donne aux États l'impression d'avoir fait une bonne affaire, même si en fait, ils ne peuvent pas le vérifier. Je crois que les acteurs qui décident en Belgique, ils ont les infos dont ils ont besoin pour décider quel est le prix qu'on veut et qu'on peut attribuer à ce produit ici en Belgique, tenant compte de la valeur de ce produit dans le contexte belge et aussi du budget des médicaments en Belgique. Je comprends les soucis de la transparence et de la transparence totale, mais selon nous, ce n'est pas la solution qui va aider les patients. Aujourd'hui, pratiquement tous les nouveaux médicaments très chers passent par ce système de convention. Donc là, on est vraiment dans une proportion, à mon avis, de l'ordre de 90% pour les nouvelles molécules qui arrivent. En 2020, 22% du budget des médicaments sont étalés pour les médicaments sous contrat, soit 1 milliard d'euros. C'est 10 fois plus qu'en 2013, où ce montant était de 107 millions d'euros. En enquêtant sur ces questions, on s'est vraiment rendu compte à quel point les enjeux sont complexes. Mais la situation actuelle est problématique, alors quel système appliquer à la place ? On va pas se mentir. Tant qu'on vivra dans un système capitaliste où c'est la recherche de profit qui dicte le tempo et que cette industrie pharmaceutique est maintenue dans ce système, alors rien ne changera vraiment. Et il y a plusieurs propositions à explorer, mais ici on n'aura pas le temps de tout faire, donc on voulait vous en proposer 2. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, ça veut dire si moi, en tant que sécurité sociale, je paye un médicament qui coûte 500 000 € le traitement. L'argent que j'utilise pour ça, c'est de l'argent que je n'utilise pas pour autre chose. Et ça, je pense que c'est un concept vraiment important à faire passer. Le budget de la santé, il n'est pas extensible à l'infini. Si on rembourse un médicament, on renonce à quelque chose. On part d'un prix qui est fixé, qui est proposé par la firme de manière tout à fait arbitraire. Donc la firme vient en disant, voilà, moi, je trouve que mon médicament vaut 100 000. Il y a moyen, de manière beaucoup plus objective, de fixer un prix. Et c'est pour ça que chez Solidaris, avec l'Association internationale des mutualités, on a développé un modèle simple de prix équitable pour les médicaments qui, à la fois, couvre les coûts pour l'industrie, puisqu'on est d'accord qu'un modèle équitable, il doit être équitable pour tout le monde. Donc pour l'industrie, on doit couvrir les coûts, mais qui aussi est équitable pour nous et qui rémunère mieux, qui paye mieux les médicaments dont on a vraiment besoin. Donc on peut payer 5 à 10 fois moins cher quand on applique un système comme ça que le prix qu'on paye aujourd'hui. Et l'hépatite C, si on le met dans ce modèle, on arrive, par rapport à un coût de traitement aujourd'hui qui est de l'ordre de 40 000 €, à un prix inférieur à 1 000 €. C'est clair qu'à 1 000 €, on va pouvoir couvrir l'ensemble des patients, mais on va encore économiser plein d'argent. Il y a eu des propositions, notamment de la part du KCE, Centre Expertise des Soins de Santé, ici en Belgique, qui ont proposé un système dans lequel les autorités vont développer les médicaments. Mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est aux autorités de prendre tous les risques qui sont liés? Et je ne vais pas vous cacher qu'il y a des risques énormes ici. Si 9 sur 10 molécules échouent, c'est aussi aux autorités de prendre ces risques. Donc je me demande si les autorités seront prêtes à faire ces démarches. Il y a des gens qui d'un côté ne savent pas se payer des médicaments qui potentiellement leur sauveraient leur vie, et de l'autre, il y a des bénéfices qui augmentent dans les sociétés qui produisent ce médicament. Et donc quelque part, elles pourraient le mettre moins cher. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse et je crois qu'on va chercher tous ensemble. Je crois qu'on va devoir trouver des courageux qui vont essayer. La petite Pia a désormais 4 ans et se porte comme un charme. Le Zolgensma, le médicament à 1,9 million d'euros qui a permis de la sauver, est maintenant remboursé. La teneur secrète des négociations ne permet cependant pas de savoir à quel prix. Passé dans l'outil élaboré par Anne Hendricks avec l'Association internationale de la mutualité, le prix juste du Zolgensma ne devrait être que de 250 000 €, soit 8 fois moins que le prix demandé. Les traitements pour l'hépatite C sont désormais accessibles à tous les malades car leur prix a été renégocié, bien qu'il reste excessif. Selon une étude de Solidaris, c'est annuellement plus de 1 milliard d'économies dans les soins de santé qui est possible. Uniquement si on payait le prix juste des médicaments. On le voit avec ces 2 exemples, l'histoire se termine plutôt bien pour les patients belges. Pour les caisses de la sécurité sociale, par contre, c'est une autre histoire. Et on ne pourra pas éternellement laisser les profits des actionnaires de ces entreprises passer avant le droit à la santé pour toutes et tous.